Salut à tous. Aujourd'hui, nous disséquons le grand cirque de la réindustrialisation France. Et le tableau est sinistre. Le 20 mars 2025, Christian Saint-Étienne et David Bavrez, lors d'une table ronde à l'Assemblée nationale, nous jettent une vérité amère au visage. La France, dépecée de ses usines depuis 25 ans, regarde le chômage grimper en flèche, pendant que les visionnaires de Bruxelles s'imaginent collecter des centaines de milliards auprès des Européens pour bâtir une industrie d'armement flambant neuve. Tout ça pour aller taquiner les Russes en Ukraine. L'Allemagne orchestre le bal en coulisses, tandis que la Chine et les États-Unis se frottent les mains, pillant nos industries avec une élégance implacable. Un second choc chinois pointe son nez, et devinez quoi? C'est nous qui payons l'addition. Dans cette vidéo, on vous sert les chiffres, les manœuvres tordues et une bonne dose de sarcasme, parce qu'en Europe, on préfère armer les rêves plutôt que les usines. Moi, j'ai trois messages pour vous. Alors, le premier, je suis désolé, il va peut-être pas vous plaire, mais c'est que je pense que la désindustrialisation en France, en fait, est un choix politique. C'est pas une globalisation qui nous est tombée dessus, ce ne sont pas les entreprises qui sont désindustrialisées. Je pense personnellement que c'est le choix politique qui a été fait du pouvoir d'achat, comme il n'y a plus de croissance en France, par la déflation importée. Et donc, pour moi, c'est un choix politique délibéré, tout simplement parce que quand vous désindustrialisez, quand vous passez de 10 à 20% du PNB, certes, vous perdez 10% des voix, des gens qui sont licenciés, mais vous gagnez 80% des voix des gens qui gagnent du pouvoir d'achat. Et en disant, quand on fait de la globalisation avec des pays amis comme l'Europe et le Japon en 1945, 80 ans plus tard, ça continue de fonctionner. Quand vous faites ça avec un pays non ami, la Chine, qui passe durant le Covid de 30 à 35% de la capacité, enfin de la production manufacturière mondiale, en fait, vous créez une dépendance, qui est la définition de l'économie de guerre. Et quand vous avez une Chine qui délibérément fait une politique de pression de sa population et du pouvoir d'achat, donc exactement l'inverse de chez nous, pour subventionner des exportations de surcapacité industrielle à perte, eh ben, vous comprenez que vous êtes en rivalité systémique. Et le problème que nous avons, le problème que la Commission rencontre, c'est que les Chinois passaient de 30 à 35% du manufacturing mondial durant le Covid, puisque les Chinois ont été enfermés à l'usine, alors que nous, on était confinés chez nous, ambitionnent d'ici 2030 de passer à 45%. Donc, ça n'est pas comme si la Chine allait s'arrêter. La Chine ambitionne, dans les 5 prochaines années, de gagner à nouveau 10 points de manufacturing mondial. Et naturellement, une bonne partie de nos usines sont en première ligne. Parce que la Chine a fait ce qu'on ne voulait plus faire ou ce qui polluait. Et il y a eu un gain artificiel de pouvoir d'achat pour les Français. Ma seconde remarque, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un second choc chinois et qui est à affronter et qui est bien plus violent et bien plus pernicieux que le premier choc qui, comme je l'ai dit, nous a partiellement servi. Ce second choc chinois, c'est celui qu'on voit depuis 2022 avec le 20e congrès du Parti communiste, un choix de stopper la croissance de la consommation intérieure chinoise, contrairement à ce qui est dit officiellement, et véritablement d'allouer les ressources de l'État uniquement ou comme je l'ai dit, les subventions de surcapacité industrielle dans des industries clés qui vendent à perte, subventionnées par l'État. Et derrière ce modèle, alors ce modèle, il est très inédit parce que c'est un modèle d'innovation à faible productivité. Et c'est ça contre lequel on ne peut pas lutter. C'est-à-dire que pour nous, l'innovation, c'est un gain de productivité. Là, la Chine, en fait, innove énormément. Vous l'avez vu au salon de l'auto, si vous êtes allé au salon de l'auto en octobre-novembre, vous avez vu que face à une R5 électrique à 35 000 euros, vous avez soit une BYD à 35 000 euros qui ressemble à une BMW, parce que 35 000 euros en 2019, c'était le prix d'une BMW, soit vous avez l'équivalent d'une R5 électrique, mais à 10 000 euros. Parce qu'il y a énormément d'innovation. Juste il y a 2 jours, BYD vous dit avoir inventé la recharge électrique en 5 minutes pour 450 km d'autonomie.
mais vous avez une très faible productivité parce que le gouvernement vous permet de baisser les salaires si vous le souhaitez, et le gouvernement vous subventionne. Donc, vous n'avez de contraintes ni de coût du capital, ni de coût du travail. L'automobile, c'est à peu près 10% des emplois en Europe, un peu moins, mais c'est 30% de la recherche et développement, et c'est 50% de la recherche et développement privé. Et que donc, quand vous êtes chinois, vous dites, si je mets l'industrie automobile par terre en Europe, en fait, je mets tout l'écosystème de recherche européen par terre. Et si vous y pensez, si vous réfléchissez à nos trois leaders de semi-conducteurs européens, STMicro, Infineon, NXP, donc société franco-italienne, société allemande, société hollandaise, chacune des trois fait plus de 50% de chiffre d'affaires dans l'automobile. Et par contre, sont largement absentes de l'intelligence artificielle. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons fait un choix technologique de recherche totalement absurde, extrêmement concentré dans une industrie qui n'est pas l'industrie d'avenir, à mon avis. Dans cette industrie, nous avons fait des choix technologiques sur les technologies d'hier et non pas les technologies de demain. Et donc, nous avons, je pense, potentiellement tout notre écosystème de recherche et de développement en Europe et donc en France, qui en fait est en danger. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que je vous invite à auditionner des équipementiers automobiles. Et ils me disent que leurs carnets de commandes l'an dernier pour leurs usines européennes sont en baisse d'entre moins 50 et moins 70%. Parce que ces commandes vont soit à leurs usines en Chine, soit à leurs concurrents chinois en Chine. Donc, il peut être intéressant pour la Commission de vérifier si, d'ici 2 à 3 ans, nous fermons la moitié de nos usines des équipements automobiles en Europe. Mes amis chinois, ils me disent, ce n'est pas nous qui détruisons l'automobile européenne, c'est Bruxelles qui auto-détruit l'auto européenne. Donc ça, c'est ma seconde réflexion pour vous. Il y a un second choc chinois qui va être beaucoup plus violent que celui dont la sphère politique a bénéficié le premier choc. Pendant les 20 dernières années, nous sommes maintenant à un élément de rupture parce que je pense que c'est ce qui est derrière les propos du président de Dassault Aviation quand il dit que le risque dans les 3 à 5 prochaines années, c'est que la désindustrialisation en Europe, en fait, s'accélère. Et puis le troisième point que j'ai pour vous, c'est ce que j'appelle la Chine-Amérique. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on lit dans la presse occidentale tous les jours, que la Chine et les États-Unis sont en guerre, en réalité, alors c'est vrai sur le plan politique, mais sur le plan du business, qui est celui qui m'intéresse, il y a en fait une entente une coopération entre la Chine et les États-Unis. C'est ce que j'appelle la Chine-Amérique. Il y a entre 500 et 600 milliards de dollars d'échanges commerciaux chaque année. Donc, les deux travaillent ensemble. Et je vais vous donner peut-être 2 exemples qui vous permettront de bien en prendre conscience, parce que ce sont des sociétés emblématiques. Si vous prenez la société Meta, donc il y a la société qui est la société holding de à la fois Facebook et Instagram et WhatsApp, Meta est interdit en Chine, puisque les réseaux sociaux américains sont interdits en Chine. Mais la Chine est le second marché mondial de Meta. Et que dans les 5 premiers clients mondiaux de Meta, vous avez 2 sociétés chinoises, une qui s'appelle Shine ou Shein et une qui s'appelle Temu, qui sont les rois de l'e-commerce, notamment des produits non alimentaires. Et ces 2 sociétés, aujourd'hui, font 22% des volumes de la poste en France et détruisent quotidiennement. Alors, je ne sais pas dans quel point vous allez dire que c'est dans l'aire de jeu de la commission ou pas, mais détruisent toute notre distribution non alimentaire.
Et je lis dans la presse qu'il y a actuellement une loi essayant de lutter contre ça, contre la fast fashion à l'Assemblée et au Sénat, mais qui traîne depuis un an et qui n'a toujours pas été actée. Le président Trump, avec tous ses défauts, a en une journée signé un executive order de manière à stopper ces envois depuis la Chine. Donc, euh, première illustration du fait que Chinois et Américains collaborent pour piller l'Europe. Donc, ne croyez pas qu'il vous faut prendre des mesures justes contre la Chine. Soyez généreux dans votre approche et incluez les États-Unis dans votre réflexion. Le second exemple que je vais vous donner, c'est celui de Nvidia, bien connu, la société qui fait les puces pour l'intelligence artificielle. Nvidia maintenant fait à peu près 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il y a 20% de ce chiffre d'affaires qui est fait à Singapour. On estime que, donc à peu près 20 milliards de dollars américains. On estime que les Singapouriens consomment maximum 1% de ces puces. Donc sur les 20 qu'ils importent, ils en consomment 1%. Et donc il y a 19 qui se baladent un peu partout dans le monde. Et une partie va en Malaisie, dans des data centers qui appartiennent aux private equity américains, donc des investisseurs institutionnels américains, privés, et qui louent ces data centers une fortune à des sociétés chinoises type DeepSeek, en leur disant, si vous louez mon data center, je peux vous avoir des puces Nvidia de dernier cri qui sont interdites en Chine. Donc, Nvidia est ravi parce que ça leur permet de faire du chiffre d'affaires. Les Singapouriens sont ravis, sauf les 22 qui ont été arrêtés par la police il y a 10 jours, sans doute à la demande des Américains. Les private equity américains sont ravis, puisqu'ils obtiennent des rendements sur leurs investissements dans les data centers dont ils ne rêvaient même pas. Et la Chine est ravie, car certes, elle paye cher, mais à l'échelon du bénéfice qu'ils tirent, à l'échelle de leur pays, ils pensent que c'est de l'argent bien investi. Donc c'est un autre exemple que je vous donne, qui fait que nous, Européens, nous ne sommes naturellement pas dans cette équation qui permet à la Chine, Amérique, de prospérer. La France étant massivement désindustrialisée depuis 25 ans, euh, nous avons perdu notre pouvoir d'influence en Europe. L'Europe est aujourd'hui dirigée par l'Allemagne, qui travaille très bien avec la Commission européenne et qui détermine l'essentiel des politiques. Ça fait très longtemps qu'on sait que la Chine mène une politique d'exportation qui ne correspond pas aux règles. La Chine est entrée à l'OMC en décembre 2001, suite au 11 septembre 2001, sans signer les protocoles sur l'interdiction des subventions aux entreprises pour exporter, sur l'ouverture des marchés publics. L'Europe vient seulement de se rendre compte qu'on a accès à 2% des marchés publics chinois et que les Chinois avaient accès à la quasi-totalité de nos marchés publics, avec des exemples extrêmes où on donne de l'argent à la Pologne et c'est les Chinois qui réalisent les chantiers. Bon, avec 30 ans de retard, la Commission commence un peu à se rendre compte du désastre. Alors, donc la France a perdu son pouvoir d'influence. Alors, vous évoquiez, et là aussi je vais traiter rapidement, l'histoire de la filière agroalimentaire. C'est un exemple direct de la perte d'influence de la France. 2025, c'est la répétition de 2018. La Commission européenne ressort une liste de produits sur lesquels elle va imposer des taxes, de produits américains sur lesquels elle va imposer des taxes. Vous n'avez qu'à regarder la liste. On sait que si on impose des taxes, il va y avoir des retours. Et vous verrez que alors que l'Allemagne est la grande puissance exportatrice européenne, que l'essentiel des excédents européens sur les États-Unis sont allemands ou néerlandais, mais les Pays-Bas sont en fait le port d'entrée de l'Allemagne, donc il faut traiter Allemagne et Pays-Bas comme un bloc. Et la France est quasiment à l'équilibre avec les États-Unis, mais c'est nous qui prenons l'essentiel des claques américaines sur l'Europe.
Et donc, c'est à la fois l'insuffisance du travail des autorités françaises au niveau européen, mais l'effet de notre perte d'influence. Voilà. Et on ne tape pas où ça fait vraiment mal aux États-Unis, puisque on n'est pas là pour parler de Trump. Trump dit que les États-Unis ont un déficit de 500 milliards avec l'Europe. Nous savons que c'est 150 milliards sur les biens, mais qu'ils ont un excédent de 100 milliards sur les services, notamment les services informatiques, tout ce qui est lié à l'informatique et au numérique. Le numérique étant une sous-partie de la révolution informatique. Et on ne cogne sur aucun produit lié à la révolution numérique parce que les Allemands n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que au niveau industriel, il y a un nombre d'accords considérables entre les entreprises allemandes et les entreprises américaines sur le développement du cloud. L'Allemagne étant par exemple le point d'entrée en Europe de Microsoft et d'autres entreprises. Donc l'Allemagne très habilement a orienté la liste des produits taxés de telle manière que les intérêts allemands soient les moins touchés. Il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de rééquilibrer les échanges. Là aussi, l'Allemagne a toujours interdit à l'Europe de prendre des mesures significatives parce que son modèle, c'était d'importer du gaz russe pas cher pour vendre en Chine. Et on a quand même l'impression que la France... alors, il y a forcément des gens intelligents qui comprennent, mais en tant que système géopolitique, la France ne semble jamais comprendre ce qui se passe. Et donc, le point important, c'est que le traité de Rome a confié deux seules responsabilités à la Commission européenne, le droit de la concurrence et la politique commerciale. Elle s'est plantée dans les deux. Elle a appliqué un droit de la concurrence qui est très différent du droit de la concurrence américain, puisque le droit de concurrence en Europe a été un droit de la concurrence idéologique et qui n'a pas favorisé l'essor des entreprises européennes, alors qu'aux États-Unis, le droit de la concurrence est dynamique. Le droit de la concurrence en Europe, il se concentre sur les parts de marché. Aux États-Unis, il se concentre sur l'innovation. Donc une grande entreprise américaine qui innove beaucoup, pour les États-Unis, ça ne pose pas de problème. Ici, si elle a 45% de part de marché, elle est dangereuse. Donc c'est deux visions totalement différentes. Donc la vraie question, c'est que si la réponse française, c'est de se dire on transfère tout à l'Europe, y compris la défense, alors là, d'une naïveté incroyable, l'Allemagne s'est donné pour objectif de prendre le leadership militaire en Europe et il n'exclut plus, si on regarde entre les lignes, de se doter de l'arme nucléaire, même les Polonais y pensent. Voilà, donc la question pour moi, c'est plutôt d'aller vers un concert des nations, mais ça suppose que la France se réveille, qu'elle se réindustrialise, qu'elle accélère son réarmement. Tout ce que les Chinois ne vont pas exporter aux États-Unis, ils vont le déverser en Europe. C'est écrit, ils le font, c'est en cours. Donc on va attendre quoi? Qu'on ferme effectivement encore des milliers d'usines en Europe pour réagir, mais ça sera trop tard. De mon point de vue, c'est le dernier moment pour réagir. Mais bon, je pense que tout le monde ici dans cette salle est bénévolant et intelligent et sympathique, mais il ne va rien se passer de fait. Tant qu'on n'aura pas un choc politique d'une violence telle que ce sont les peuples européens eux-mêmes qui vont l'exiger. Mais ça serait bien que ce soit les élites européennes qui réagissent, mais je ne vois pas du tout ça venir. Voilà, je ne suis pas optimiste sur ce point, sauf à une révolte populaire, mais ça supposerait que le peuple soit informé, voilà. Et ça supposerait qu'il y ait des leaders politiques qui... le débat qu'on a ce matin, il devrait être sur l'ensemble des médias à 20h le soir, tous les soirs, pendant 3 semaines de suite, pour que les gens commencent à comprendre ce qui se passe. Et vous, qu'en pensez-vous? La désindustrialisation de la France n'est pas un hasard et aucune réponse claire n'a émergé, malgré les alertes des experts à l'Assemblée nationale. La presse, elle, préfère souvent minimiser ce débat. Pourtant, des indices troublants pointent vers un système qui freine nos usines. Et si la solution passait par un sursaut politique? Dans une prochaine vidéo, nous creuserons ces pistes. À vous maintenant.
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, un simple like, un don, un partage ou une inscription à la chaîne serait précieux.